Et bonjour tout le monde, bienvenue sur les coulisses du loisir. Non plus, c'est des vidéos techniques. Ouais, non. Bonjour tout le monde, bienvenue sur les... Bonjour tout le monde et bienvenue sur les coulisses du loisir. Aujourd'hui, vidéo technique, on va parler de la carte grise. Alors évidemment, elle est obligatoire, hein, mais elle regorge aussi de pas mal d'informations. Et on va s'arranger aujourd'hui pour tout savoir sur la carte grise. Si le monde du camping-car vous intéresse, cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est David. Auparavant j'ai travaillé dans le véhicule de loisirs, mais aujourd'hui, ma vocation, ma passion, c'est de faire des vidéos et de vous présenter des choses utiles. Grâce au groupe Univers qui m'ouvre généreusement ses portes, je vous emmène dans les ateliers, les coulisses du métier pour parler technique. Avec mon équipe, nous faisons des vidéos chaque semaine, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force. Bonne vidéo! Et alors une des choses qui est essentielle pour la carte grise, c'est de connaître la vérité, parce que si on s'y intéresse, c'est généralement qu'on est en train de soit vendre un camping-car, soit d'acheter un camping-car. Et dans les deux cas, le mieux est de connaître la vérité. Et on va commencer avec le millésime, qui n'est pas toujours pareil que la date de première immatriculation. Il y en a beaucoup qui confondent. Parce que ce qui arrivait souvent quand j'étais vendeur de camping-car, les gens venaient me voir, ils me disaient « Oui, il y a marqué 2007 sur ma carte grise, mon camping-car c'est un 2007 ». Bon, alors là je vois par exemple mai 2007. Alors oui, c'est possible que ce soit un véhicule de la collection 2007, mais qui dit qu'il n'a pas été fabriqué en collection 2006, qu'il a fait 6 mois, 1 an de parc avant d'être vendu, parce que c'est une fois qu'il est vendu qu'il est immatriculé, c'est pas avant. Donc là, en fait, ça peut prêter à confusion et c'est bien de connaître la réalité parce que y en a qui peuvent se tromper. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la date de première immatriculation donne l'information sur la date à laquelle ont commencé le début des garanties, en tout cas de l'usine. Hein, si la date d'immatriculation commence au mois de mai, eh ben, la garantie constructeur démarre au mois de mai et pas avant, quelle que soit la date de fabrication du véhicule. Ça, jusque-là, c'est clair. Ouais, donc un premier truc pour connaître le millésime du véhicule, il y a plusieurs techniques, on va faire une petite aparté là-dessus quand même. D'abord sur un modèle X ou Y, là je suis à côté d'un fourgon, là on voit peut-être pas la caméra, mais c'est un Helios 63 LX. Et en fait, en tapant déjà ce modèle-là sur internet, on pourra savoir en quelle année il a été produit. Savoir si, est-ce qu'il existait en 2007 par exemple. Comme ça, si le vendeur me dit oui c'est un 2007, la carte grise dit 2007, mais est-ce que le véhicule n'a pas été produit seulement en 2005 et qu'après il a été arrêté? Donc voilà, c'est déjà une façon de s'en rendre compte. Et puis après, plus précisément, une astuce assez simple, quand on est devant le véhicule, c'est d'aller voir ce qui est marqué sur les vitrages. Hein, les vitres latérales du fourgon, le pare-brise notamment. En fait, il y a des points et un chiffre. Le chiffre indique l'année de construction du vitrage et les points donnent le mois de fabrication. Alors par exemple, le fourgon qui est sur ma droite, lui dessus, on a vu qu'il y avait marqué 4 et 2 points. Donc 4, ça va correspondre à l'année 2004 ou 2014. Bon là, vu la tête du fourgon, c'est pas un 2004, c'est plutôt un 2014. Et les 2 points, ça va correspondre au mois de février. Donc, fabrication en février 2014, je pense qu'on est sur une collection 2014. Et pas 2015, pas 2013, ça collerait avec son année de sortie d'usine. Et après, la date d'immatriculation de la carte grise peut donner une confirmation de cette hypothèse. Alors après, quand on a affaire à un véhicule vraiment d'un modèle pas très connu, etc., le mieux est d'aller peut-être chercher l'information directement chez le fabricant avec le numéro de série. Parfois, certains vous répondent en vous disant bah voilà, ce modèle-là a été sorti en telle année, et ça vous permet de confirmer les choses plus précisément quand même. Alors revenons à notre carte grise, parce que là on s'égare un petit peu. La mention VASP. La VASP, je l'ai au repère J1. VASP, ça veut dire que c'est un véhicule de loisir, qu'il a ce statut vraiment spécifique et que ce n'est pas donc un véhicule utilitaire pour le cas des fourgons aménagés. Soit on a affaire à quelqu'un qui a aménagé lui-même son camion et qui n'a pas fait de transformation de statut. Donc on a affaire à un camion utilitaire, obligation de faire le contrôle pollution chaque année et de présenter le véhicule au contrôle technique dans son état d'origine. Autant vous dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui aménagent eux-mêmes leur fourgon, c'est une pratique qui est en train de se réduire avec le temps parce que ça devient de plus en plus compliqué au niveau des contrôles techniques. Maintenant, parlons de la puissance fiscale. Déjà, c'est au repère P6 de la carte grise. On a un chiffre qui apparaît, un nombre, et il est intéressant pour 2 choses. Premièrement, l'assurance, parce que c'est là-dessus qu'elle va se baser pour vous taxer, comme d'hab. Et aussi, ça vous permet de savoir, ou de déduire en tout cas, la cylindrée du véhicule. Ici, par exemple, il y a marqué 10, c'est un 10 chevaux fiscaux. Et on sait qu'alors maintenant, dans le monde du camping-car, pour tout ce qui touche au Fiat Ducato principalement, on peut faire une déduction assez rapide. Un 10 chevaux fiscaux, ça correspond à un 3 litres de cylindrée. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Jusqu'à 2011-2012, il y en avait encore, mais après, il y en a quand même de moins en moins pour des raisons de pollution. Si on prend un 9 chevaux fiscaux, ça va être plutôt un 2,5 litres. Un 8 chevaux fiscaux, ça va être un 2,3 litres, 2,2 litres. Et puis un 2 litres, ça va être un 7 chevaux fiscaux. Voilà. Par cette méthode, on peut le déduire assez facilement de quelle cylindrée il s'agit.
Alors maintenant, parlons de la puissance. Cette fois-ci, de la puissance DIN, c'est le nombre de chevaux que vous avez sous le capot. Et là, les chevaux, c'est la puissance directe dont on parle. C'est au repère P2 de la carte grise. On a encore une puissance qui est indiquée, mais là, non pas en chevaux, mais en kilowatts. Et en fait, il faut faire une conversion. Encore une fois, pour le Fiat Ducato, qui représente 80% des camping-cars, on va multiplier par 1,35 le montant indiqué. Ici, j'ai 115,5 qui est indiqué sur ma carte grise. On va multiplier ça par 1,35 et ça nous donne, je suis vachement mauvais en maths, mais quelque chose comme 150. Maintenant, parlons du poids du véhicule, savoir s'il a trop mangé à la cantine. C'est au repère F2 de la carte grise. Encore une fois, on va avoir un montant. Alors, ce n'est pas le poids du véhicule tel qu'il est, mais c'est le poids maximal, en tout cas, pour lequel il est autorisé à rouler. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai 3,5 tonnes, c'est un VL. Donc là, ça se conduit avec un permis B, tout va bien. Par contre, si à ce repère-là, vous avez plus que 3,5 tonnes, automatiquement, on est sur un poids lourd, quel que soit le poids qu'il y a derrière. Hein. C'est un statut poids lourd qui change automatiquement. Donc là, si vous n'avez pas le permis poids lourd, méfiez-vous, si vous êtes acheteur d'un véhicule et qui a marqué 3 tonnes 650, ça ne marche pas, attention. Alors après, au repère F1, G1, G, tout ça, il y a d'autres poids qui sont indiqués, mais c'est des poids légaux en fonction, donc avec un poids conducteur pris en compte, avec un certain nombre de litres dans le réservoir. Enfin bref, ils prennent une configuration en route, mais ce n'est pas forcément relatif à la réalité pour votre véhicule, parce que si après la sortie d'usine, donc après l'établissement de la carte grise, vous avez fait ajouter un store, un attelage, un panneau solaire, une deuxième batterie, forcément que le poids du véhicule, il s'enkilose un petit peu. Donc les valeurs qui sont ici sont plutôt théoriques que réelles. Dans tous les cas, le seul poids utile à avoir, c'est le poids réel du véhicule pour vous, pour pouvoir gérer vos chargements sur la route. Et donc, ça va être de faire une pesée, tout simplement. Alors aujourd'hui, les pesées, on n'en trouve pas partout, mais je ne sais pas si dans les contrôles techniques, on peut faire peser son véhicule, par exemple. Mais vous allez un petit peu en périphérie des villes, près des stations agricoles, et souvent, il y a des bascules pour faire des pesées. Là, il y a peut-être moyen de faire des choses. Autrement, la pesée que vous pouvez avoir, c'est le contrôle policier au bord de l'autoroute. Et là, ce n'est pas une pesée qui va vous être forcément très favorable, on ne sait jamais. Hein. Le repère S1, S comme Sandra, comme Siri, comme Santiago. Là, il y a un chiffre qui apparaît dessus, c'est le nombre de places homologuées pour la route, donc les places assises. Hein, donc pas les places couchage, les places salon ou que sais-je, les places route avec la ceinture de sécurité évidemment. Si vous avez un véhicule en 4 places carte grise comme ici, vous ne pouvez pas rouler à 5 personnes, c'est mort. Donc en fait, il faut bien vérifier cette information-là, qu'un véhicule qui va être en 4 places, c'est un grand standard dans le camping-car. Eh ben, il peut aussi être en 3 places. Hein. Ce que je dis, ça marche dans tous les sens. Et c'est déjà arrivé qu'un véhicule en 4 places, que les gens achètent sans se poser de questions, c'est un VL, il y a 4 places assises, il y a 4 ceintures de sécurité, eh ben, ça ne veut pas dire qu'il peut rouler à 4. Parce qu'encore une fois, s'il y a une modification avant la sortie d'usine du véhicule, le véhicule peut sortir avec 3 places. Et dans ce cas, il y a une place qui est là, il y a une ceinture de sécurité, on est tenté de l'utiliser, mais on n'a pas le droit de l'utiliser en cas de contrôle, ou disons, c'est pas vraiment en cas de contrôle, mais c'est plutôt en cas d'accident, là ça peut être très compliqué. Si on fait un tour au verso, on peut voir qu'il y a un certain nombre de vignettes. Ça, c'est à chaque fois que le véhicule est passé au contrôle technique. Alors pour rappel, un véhicule neuf n'a pas besoin de passer de contrôle pendant 4 ans, et après 4 ans, c'est le premier contrôle, et ensuite c'est tous les 2 ans, hein, comme les voitures classiques. Alors ce qui est intéressant à voir, quand on regarde les vignettes qu'il y a derrière, on a les dates. 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. Donc ici, j'ai mis à la route en 2007, ce qui veut dire que le premier contrôle doit être fait en 2011, et puis après, tous les 2 ans. Si je vois ma vignette à l'arrière, la première, elle indique un prochain contrôle en 2013, ça veut dire que le contrôle a été fait en 2011, ça colle. Après, tous les 2 ans, pas d'interruption sur mes différents contrôles, le véhicule a été en circulation depuis le début dans les règles, c'est plutôt rassurant. S'il y a une interruption de quelques années sur la carte grise, on peut se poser des questions, pourquoi ? Pourquoi le véhicule a été arrêté? Est-ce qu'il a circulé sans contrôle technique? Là, c'est plutôt moyen. Ou est-ce qu'il a eu une période pendant laquelle il n'a pas été utilisé? Et dans ce cas, on peut se poser la question, est-ce que le moteur a tourné? Disons, un véhicule qui ne roule pas, c'est jamais très bon pour la santé du moteur. Encore un chiffre, le repère F3 sur la carte grise, c'est le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé de l'ensemble véhicule plus remorque, si jamais c'est autorisé par le fabricant. Ici, sur cette carte grise, alors elle est barrée, tout ça, c'est un peu griffouillé dessus. Mais là, je n'ai rien marqué. Ça veut dire que le véhicule n'a pas reçu l'homologation par l'usine pour pouvoir tracter une remorque, tout simplement. Alors, pour avoir plus d'informations sur cette notion-là, allez voir notre vidéo sur l'attelage, abonnez-vous à la chaîne, mettez j'aime, des commentaires, aimez-moi. Là, on a vu les points qu'on peut traduire sur cette carte grise, mais il reste encore 2 choses qu'on peut aller chercher maintenant sur Internet. C'est le gage, s'il existe ou pas. Le gage sur un véhicule, c'est quand une banque a posé un blocage sur ce véhicule, un blocage administratif,
qui oblige le propriétaire de rembourser totalement son crédit, hein, c'est souvent lié à ça. Autrement, il ne peut pas vendre le véhicule. On ne peut pas recréer une nouvelle carte grise tant que le véhicule est gagé, ça bloque tout. Alors, quand vous êtes acheteur du véhicule, acheteur potentiel, vérifiez cette première information en priorité parce que tant qu'il y a un gage, le véhicule il vaut 0. Et la deuxième chose, c'est l'historique du véhicule. Maintenant, on a des sites qui existent sur Internet. Alors, c'est le site istovec.gouv, si je me souviens bien, avec la date d'immatriculation, le nom, le prénom et puis la date du certificat. Hein. On peut normalement accéder à un certain historique qui est anonyme. Hein. Donc, normalement, il y a deux versions. Soit vous êtes le vendeur et vous avez accès à plus d'informations, soit vous êtes l'acheteur et donc vous avez accès aux informations qui vous concernent seulement. Et là, on peut savoir combien de fois le véhicule a été vendu, est-ce qu'il a été volé dans le passé puis retrouvé, est-ce qu'il a été déclaré sinistré, voilà. Ce genre de choses qui font que on peut connaître à peu près, hein, c'est pas précis non plus à 100%, mais ça donne un arrière-plan sur le véhicule devant lequel vous êtes. Alors j'oublie un truc pour le gage, si jamais un véhicule est gagé, ce n'est pas dramatique en soi. Ça arrive souvent que le vendeur ne soit pas au courant que le véhicule est gagé. Moi j'ai eu le cas il n'y a pas plus que quelques mois en fait. J'étais encore vendeur de camping-car, j'avais acheté un camping-car à un particulier et on s'est rendu compte qu'il y avait un gage sur ce véhicule-là. Et le particulier m'a dit, moi ça fait 15 ans que j'ai le véhicule, j'ai plus de crédit dessus, je comprends pas. Tout est remboursé, tout est fini depuis longtemps. Et en fait c'est sa banque qui avait oublié d'enlever le gage. Et donc il a dû contacter sa banque pour faire lever le gage en fait. C'est toujours le propriétaire qui doit faire cette démarche. Le véhicule n'a pas perdu de valeur, mais je ne ferai rien tant que le véhicule est gagé, c'est tout. Alors on a vu pas mal de choses sur cette carte grise. Évidemment, c'est les cartes grises actuelles. Les anciennes générations ne sont pas toujours aussi faciles à traduire. Mais bon, c'est à voir. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. Donc, si vous voulez avoir d'autres vidéos aussi intéressantes que celle-ci, c'est de vous abonner à la chaîne. On essaie d'en faire au moins 2 par semaine avec Simon, mon cadreur, qui est derrière la caméra. On le salue, on le remercie. Prenez soin de la route. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Prenez soin du paysage. Non, mais non plus. Prenez soin de vos montures et profitez du paysage. À très vite.